pénétra enfin dans la grande salle silencieuse, elle se leva comme tous les autres. Le procureur dit quelques mots, puis le président donna la parole à la défense. Alors son avocat s'avança, à peine angoissé à l'idée de s'exprimer devant des jurés, au regard perçant, au ton sévère. C'était un jeune homme de grande taille, blond et tremblant. C'était un peu moi, finalement. Il dit « Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, Madame, Monsieur, oui, ma cliente a menti, et elle le reconnaît. C'est pourquoi ce soir je plaide coupable. Mais la question n'est pas là. Elle semble beaucoup plus délicate et complexe. Peut-on vraiment accorder sa confiance à ma cliente? Ne faut-il pas être petit d'esprit pour croire à la promesse de l'aube? Comment ose-t-on reprocher à l'aube une quelconque traîtrise ou un puéril mensonge? Songez un peu à son enfance, à sa vie tout entière. Elle, à qui l'on n'a jamais réservé que la tristesse de la nuit, elle qui n'a jamais connu que la faible lueur du lever du jour, mais qui, malgré l'ombre dans laquelle elle a toujours été plongée, n'a pas renoncé à réveiller son soleil. Sachez aussi qu'elle n'a pu connaître un seul instant de vie d'adulte, d'indépendance et d'avenir incertain. Sa vie est un long cycle sans fin qui se répète encore comme une récurrente mélodie. Je vous vois tous ici, qui le 2 septembre criez au scandale parce que votre emploi du temps vous mécontente. C'est alors le temps des exclamations, des comparaisons, et dans le pire des cas des cris. Oui, oui, tous. Élèves comme professeurs d'ailleurs. L'aube, ma cliente, n'a, elle, qu'une seule journée, ou devrions-nous dire qu'une seule petite existence quotidienne qui ne connaîtra ni répit, ni épilogue, pas même l'espérance de la sonnerie de 17 heures. En vain. Aucun avenir donc pour ma cliente, vouée à une enfance infinie, dans l'ignorance complète des beaux jours et des arts, excepté peut-être la littérature, qui s'en est beaucoup inspirée. Alors, Monsieur le Président, je vous en prie, soyez le premier à lui jeter la pierre. Blâmez-la si l'on peut être juste et raisonnable, mais condamnez un éternel enfant. Quelle aubaine pour vous. Elle vous est obligée. Alors allez-y, faites-nous part de vos objections. Obéissez. Je vous y oblige. Condamnez-la au bagne, elle qui est au bord du gouffre. Allons, soyons sensés. Ne pensons-nous donc pas que si ce pauvre enfant qu'est l'aube est blâmable, il n'est pas condamnable? Mesdames et messieurs les jurés, prenez donc de la distance et ne vous attachez pas en vain à la promesse d'un innocent, ou devrais-je dire d'un ignare. Combien de fois avez-vous fait confiance à des traîtres ou des escrocs? Non, vraiment, il n'est pas concevable de comparer nos trahisons quotidiennes avec la petite promesse non tenue de notre aube. Cessez donc, madame, monsieur, de regarder avec un air plein de dépit et de regret, mais contentons-nous davantage de lui être reconnaissants pour les trésors, et ce mot paraît-il peut-être enfantin, mais il est choisi, oui, pour les trésors que l'aube nous offre chaque jour. Unanimement, nous souhaitons la congratuler pour cet instant qui la caractérise si bien, celui où tous nos sens sont en éveil, celui où la nature resplendissante est baignée d'une froide lumière, celui aussi où la rosée s'accorde avec le chant mélodieux des oiseaux, afin que l'aube puisse nous révéler tous nos rêves et nous entraîner dans une quête incessante du jour avant que le pessimisme de l'aurore ne vienne anéantir cette comédie. Faisons confiance à nos poètes qui ont tant couru derrière elle et ont cherché en elle la source de leur inspiration. Rimbaud ne disait-il pas lui-même avoir embrassé l'aube d'été comme la quête assouvie de son enfance? Voyez donc en ma cliente, plutôt que le mensonge, l'unique temps, certes très bref, qui vous permette de contacter à nouveau votre âme de jeunesse.
Voyez simplement en elle le reflet de ces jours où vous vous réveillez le matin sans craindre la sentence de ceux qui n'aiment pas l'aube. Carnet, vous êtes en retard. N'est-ce pas là l'anéantissement du romantisme de l'aube? Il nous est donc impossible de reprocher à ma cliente quoi que ce soit. Et quelle que puisse être la manière, blâmer la promesse de l'aube n'est que lâcheté. Alors, si j'avais à prendre la défense des victimes de ma cliente, de ceux que l'aube a meurtris, voici ce que je dirais. Absurde. Nous avons tant méprisé les peuples d'Asie, comment accorder sa confiance à l'aube qui y trouve refuge? Et oui, l'aube est à l'est. Ignare. L'aube n'est pas là, il est pourtant 19 heures passées, les absents ont toujours tort. Agressif. Moi, monsieur le président, devant un tel jugement, il faudrait sur le champ que je la condamnasse. Puisque ce passé c'est un autre habitant. Diabolique. Ce n'est que sorcellerie, que cet être qui se porte où que l'on soit toujours à la même heure. Sadique. Écrasé par la nuit, vaincu par le soleil, l'aube est décidément faible et méprisable. Voilà donc ce qu'à peu près des êtres corrompus auraient reproché à ma cliente. Mais pas un seul n'a osé soumettre l'un de ces arguments, de peur d'en affronter leur ridicule et leur absurdité. Qui peut donc prétendre reprocher à l'aube le moindre de ces mensonges? Qui oserait l'identifier à une promesse trahie? Regardez-vous donc! Vous recherchez en ma cliente un crime qui n'habite que vous. Vous condamnez une innocente pour dissimuler votre propre souffrance. Vous la pensez responsable des déceptions de tous vos jours, de la disparition de cet entrain, de cette joie propre au terme ratatouille, et de ce charisme que vous portez si bien au réveil. Mais ce n'est pas celle qu'il faut blâmer, ce n'est pas l'aube qui apporte la fatigue et le regret. Ce n'est pas non plus l'aube qui dessine sur votre aile la tristesse de n'avoir jamais accompli le soir tout ce que vous souhaitiez faire. Aube ne rime qu'avec sourire, épanoui, avec désir de vivre, tout simplement avec vie. Tout le reste n'est que priorité. Oui, tout le reste n'est que priorité. Oui, monsieur le président, ce que vous appelez promesse de l'aube pour avoir choisi ce difficile sujet n'est qu'en réalité que choix déçu et profonde indécision. Alors, si ma cliente est révélatrice de nos priorités du quotidien, laissez-moi pour finir vous conter une fable. Un jour, un professeur se trouvait dans une salle de séminaire, entouré de brillants dirigeants. Le professeur monta sur l'estrade, il se plaça face à la table sur laquelle il y avait une grande cruche, vide. Il sortit du dessous de la table une caisse contenant des grosses pierres. Il prit chacune des pierres et les déposa une à une dans la cruche, jusqu'à ce que la grande cruche ne puisse plus en contenir une seule. Il demanda alors aux dirigeants, « La cruche est-elle pleine ?» Ils répondirent sans hésiter, « Oui. » Le professeur, d'un certain âge, leur répondit, « Non, je ne suis pas d'accord. » Alors il sortit une autre caisse, cette fois-ci contenant des gravillons. Il posa cette caisse sur la table et vida l'ensemble des gravillons dans la cruche contenant déjà les grosses pierres, jusqu'à ce que la cruche ne puisse plus contenir un seul gravillon de plus. Il demanda aux dirigeants, cette fois-ci, la cruche est-elle pleine? Eux avaient bien compris le subterfuge. Alors ils répondirent par la négative. En effet, le vieux professeur sortit à nouveau une nouvelle cruche contenant de l'eau. Il la versa dans la grande cruche, jusqu'à ce qu'elle soit définitivement remplie. Et il leur posa cette question que je vous pose aujourd'hui. À quoi sert cette expérience? Quel est son but? Étant face à des dirigeants, l'un d'entre eux, qui se croyait peut-être plus malin, leva la main et dit « Cela signifie que quel que soit notre emploi du temps, chargé ou non, on peut toujours y ajouter quelque chose. » C'était probablement un très bon élève. Le vieux professeur leur répondit « Non, ce n'est pas ça. » Les autres ne savaient plus quoi répondre. Alors, il termina. Cette expérience nous a montré qu'il faut d'abord mettre les grosses cruches, les grosses pierres dans la cruche.
car si l'on met d'abord les gravillons, on ne peut plus mettre les pierres. Sachons donc, nous aussi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, Madame, Monsieur, sachons donc, nous aussi, remplir la cruche de notre aube de pierres bien choisies. Le moment n'est pas celui de l'évaluation, mais d'une interaction. Vous êtes allergique à la ratatouille? Non, pour tout vous dire, mais l'histoire n'est pas très intéressante, mais je vais quand même vous la raconter, parce qu'elle vaut le détour. J'ai la chance d'avoir été scout pendant toute une partie de ma jeunesse, je le suis encore d'ailleurs, et il se trouve qu'avant l'âge scout, vous avez l'âge louveteau. J'ai toujours détesté la ratatouille jusqu'au louveteau. Jusqu'à ce jour où nous avons préparé une ratatouille en pleine nature pendant un camp, et deux louveteaux se battaient, ce qui est assez normal, et ils sont tombés dans la ratatouille s'est renversée, elle était pleine de terre. J'ai dû manger la ratatouille, je l'ai trouvée délicieuse. Et depuis ce jour-là, j'aime beaucoup la ratatouille. Est-ce simplement alors de l'indocilité qui vous dispensa d'employer ce mot? 2 fois? 1 fois? Oui, il me semble que j'ai employé ce mot, mais peut-être que je me trompe. Pas du tout. Mais imaginez que je sois sourd et que je ne m'en sois pas rendu compte. Comment réagirez-vous? Alors je m'en excuse et je m'étonnerais, connaissant Madame Lyonnais et sa rigueur, d'avoir choisi un président du jury sourd pour un concours de notre